Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Messa. Elle nous parle du documentaire Impact. C'est sur la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral. À l'espresso et l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, le défi d'être père et entendeur de voix. Notre collaboratrice propose une question, ChatGPT, déclencheur de psychose. Tout ça à Folie douce. Bienvenue chez nous. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité, Anaïs Messa. Bonjour Anaïs, bienvenue à l'émission. Merci. Tu es chargée de projet communautaire et communication chez Connexion TCC, une entreprise, un organisme, en fait, un regroupement qu'on a appris à connaître un peu plus tôt cette saison. Pourrais-tu nous rappeler quand même ce que fait Connexion TCC? Oui, bien sûr. Connexion TCC QC, c'est le regroupement des associations des personnes traumatisées crânio-cérébrales du Québec. On existe depuis 1999 et on est tout simplement un réseau de 13 associations régionales qui sont dispersées à travers toutes les régions du Québec. Et notre mission, c'est d'apporter des services aux personnes qui ont subi un TCC, donc un traumatisme crânio-cérébral, ainsi que leurs proches aidants, puis également une mission de sensibilisation au large public. On nous avait dit, quand tes collègues sont venus un peu plus tôt dans la saison, on nous avait dit quand même que ça touche beaucoup de gens, tu sais, les traumatismes au niveau de la tête, en fait. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, et puis qu'il y a quand même des choses, des problèmes qui peuvent arriver suite à ça. Hein. Tout à fait. C'est bien de le rappeler. Il y a chaque année 2000 Québécois, Québécoises qui subissent un TCC modéré à grave. Puis les associations à elles seules accompagnent près de 4300 membres chaque année. Donc à savoir qu'un TCC peut être léger, modéré ou sévère. Donc dans mon discours, je parle que de modéré à sévère, mais bien sûr, il existe des TCC légers qui peuvent être dus à plusieurs commotions cérébrales. Puis en fonction de l'intensité, on va avoir des séquelles différentes aussi en fonction des accidents. Oui, exactement. C'est quand même beaucoup, 2000. Là. C'est un chiffre que... Oui, quand même. C'est pas quelque chose qui est si connu, mais c'est intéressant d'en parler pour justement démystifier la chose puis informer les gens. On va parler aujourd'hui d'un documentaire qui se nomme Impact. C'est un peu sur la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral, justement. Donc, c'est un documentaire qui est quand même sorti très récemment, en début 2026. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le documentaire? Oui, tout à fait. On l'a sorti en tout début d'année. C'est un documentaire qui est un gros projet réalisé par le regroupement pour souligner les 25 ans du regroupement. Mais c'est avant tout un documentaire qui met en avant 4 familles, des personnes qui ont subi un TCC, mais aussi leurs proches aidants. L'objectif, c'est de vraiment sensibiliser sur le TCC, puis faire connaître le TCC, parce que c'est quelque chose qui est assez commun. Comme je l'ai dit, ça touche pas mal de Québécois et Québécoises chaque année, mais malheureusement, c'est très peu connu. Puis ça fait partie des handicaps invisibles. Un TCC, c'est une blessure au cerveau suite à un impact. Donc, on va avoir des séquelles qui sont parfois pas visibles à l'œil nu. Ça peut être de l'aphasie, ça peut être des troubles de mémoire, une sensibilité à la lumière ou du trouble du comportement. Donc, dans ce documentaire-là, c'est vraiment le témoignage de 4 personnes. On s'est déplacé dans leur foyer pour vraiment essayer de comprendre leur nouvelle réalité, puis aussi les nouveaux défis auxquels ils doivent faire face. Le TCC, en soi, c'est 3 lettres, mais derrière le TCC, il y a vraiment des victimes, puis des personnes qui doivent aussi se reconstruire. Donc, c'est vraiment cette idée-là qu'on a voulu mettre en avant. Est-ce qu'on voit dans le documentaire les différentes problématiques? Parce que ça doit être varié quand même sur le nombre de gens qui sont touchés. Hein? Bien sûr. Déjà, on voit que le TCC, ça peut arriver malheureusement à n'importe qui. On a des personnes qui, dans le documentaire, ont subi un accident de voiture, d'autres de vélo, des accidents sportifs. Donc déjà, ça montre à quel point on a besoin de tous d'être sensibilisés au TCC. Puis également, ça va montrer les difficultés parfois au quotidien, les petites victoires également. Mais ce sont des personnes qui, après l'accident, vont avoir des semaines de réadaptation, peut-être des mois s'ils sont chanceux. Mais derrière, ils doivent retrouver leur quotidien.
mais avec de nouvelles limites, des nouveaux défis. Par exemple, un trouble de la mémoire. Donc ça oblige les proches aidants à mettre en place des stratégies comme des pense-bêtes qui vont vraiment les suivre au quotidien. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de souligner dans ces témoignages-là. Et on va plus loin puisqu'on parle souvent de commotion cérébrale là, chez des jeunes ou chez des plus vieux ou des gens qui font du sport, peu importe, mais les problématiques à ce niveau-là sont beaucoup plus larges que ça. Là. Oui, c'est beaucoup plus large. Dans ces témoignages-là, on a affaire plus à des TCC sévères, graves. Donc ce sont des séquelles qui malheureusement sont à vie. Puis ça va affecter surtout du trouble du comportement. Ce sont des personnes qui vont être très confuses, qui vont pas pouvoir retrouver la stabilité professionnelle, ils ne vont pas pouvoir retourner dans leur ancien travail, ils vont vraiment perdre des compétences qu'ils avaient auparavant, d'où l'importance aussi des proches aidants, puis des associations qui vont vraiment leur permettre d'avoir un maintien des acquis au maximum. Et les proches sont très appelés à intervenir et à aider, évidemment. On veut aider ses proches là, à ce niveau-là. Donc, eux aussi vivent certainement de la détresse ou de l'angoisse, peu importe. Là. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu donner aussi la voix aux proches aidants qui sont parfois un petit peu oubliés. On ne naît pas proche aidant. C'est vraiment pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui prend énormément de temps dans une vie. Puis souvent, ce sont les proches aidants qui viennent vers les associations et qui demandent des temps de répit, puis des conseils aussi pour les accompagner au mieux. Donc c'est tout aussi important de mettre l'accent sur les proches aidants. Et d'ailleurs, les associations aussi accompagnent les proches aidants et leur offrent du soutien. Qu'est-ce qu'ils cherchent le plus? C'est des réponses à des questions qui se posent ou c'est comme tu dis, en fait, du répit, parce que ça devient difficile, des fois ça devient prenant, là. Souvent, ça peut être du répit, puis parfois, ça peut être des conseils aussi sur comment accompagner au mieux son proche. Parfois, c'est juste, bien sûr, de la fatigue. Puis aussi, le rôle de Connexion TCC, c'est d'offrir des activités ou bien des moments de réflexion aussi pour les proches aidants. On va aborder des sujets qui sont parfois plus compliqués que d'autres, comme le deuil. Donc c'est vraiment assez varié. Puis parfois c'est simplement des moments où ils peuvent se réunir entre proches aidants, puis discuter aussi de leur réalité et de leurs défis qu'ils rencontrent au quotidien. Ça a toujours existé en fait depuis toujours, je pense, des traumatismes crânio-cérébraux, ça a toujours existé. Mais plus récemment, je pense qu'on veut encore mieux aider les gens. Puis donc Connexion TCC aussi, c'est votre mission. Mais comment on voit l'avenir? Est-ce que les choses peuvent s'améliorer? Est-ce qu'on peut mieux outiller les gens? Est-ce qu'on peut mieux les proches, entre autres, surtout, mais peut-être même les personnes qui sont victimes elles-mêmes, là? Oui, on le voit quand même avec certaines personnes où on essaye, en tout cas grâce au maintien des acquis, puis à la réadaptation, et de créer des activités en fonction des séquelles des personnes, surtout sur la mémoire. On va beaucoup travailler sur la mémoire avec des activités au quotidien dans les associations. Puis les proches aidants aident aussi beaucoup dans cette phase de reconstruction. Puis c'est aussi important pour les personnes qui ont subi un TCC, de pouvoir avoir des activités au quotidien. Certains vont travailler à côté dans la restauration, de retrouver une routine professionnelle et personnelle. C'est ce que proposent aussi les associations, les proches aidants, et c'est vraiment indispensable dans la réadaptation. Oui, on parle donc du documentaire Impact, là, qui est sorti quand même assez récemment, en 2026. Qui devrait voir ce documentaire-là? Est-ce que ça s'adresse un peu aussi aux gens qui ne connaissent pas la problématique? Oui, ça s'adresse à tout le monde. C'est avant tout un documentaire de sensibilisation, mais c'est aussi un documentaire, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, c'est un documentaire très poignant, très sincère, qui met en avant malheureusement quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, puis qui touche aussi beaucoup de personnes. Puis c'est un documentaire qui bien sûr s'adresse aux personnes qui ont subi un TCC, aux proches aidants, mais aussi à toute personne qui voudrait en savoir plus sur la notion de TCC, mais aussi d'handicap invisible.
Puis on rentre vraiment, comme je l'ai dit, dans le quotidien de ces personnes-là. C'est vraiment des témoignages très forts. On peut s'en sortir, tout dépend de la gravité de la problématique. Là. C'est pas tout le monde qui... Il y a des gens sûrement qui deviennent beaucoup mieux puis qui finalement ont moins de séquelles ou pas du tout. Ça existe, ouais. Oui, tout à fait. Alors, comme il y a plusieurs échelles du TCC, donc si on a un TCC léger, dans les 30 jours, on peut vraiment ne plus avoir de séquelles. Sur des TCC modérés, on va avoir des séquelles plus longues, en tout cas, qui peuvent s'atténuer dans le temps avec le travail de réadaptation, puis le travail des associations. Mais sur des TCC graves, on a vraiment des séquelles perpétuelle et qui reste dans le temps. Bien sûr, on va travailler sur le maintien des acquis. Bien sûr, il y a un suivi des proches aidants et des associations, mais malheureusement, ces personnes-là doivent réussir également à faire un deuil de leur vie antérieure, et c'est ce qui est souvent aussi le plus compliqué à faire. Oui. Toi, Anaïs, mais ça, donc tu es chargée de projet communautaire et communication. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise depuis que tu t'intéresses au sujet, ou ça fait longtemps que tu t'y intéressais? Ou comment tu vois la chose, en fait, personnellement? Moi, c'est tout récent que j'ai intégré le regroupement. Ça fait 9 mois environ. Et je n'avais pas conscience du TCC. Donc, même moi, j'ai été surprise de ne pas avoir connaissance du traumatisme crânio-cérébral, ou en tout cas d'avoir très peu de connaissances sur le sujet. Ce qui m'a choquée, c'est à quel point le TCC peut toucher tout le monde. On a tendance à penser que ça peut être une chute d'une personne âgée. Or, ce n'est pas le cas. Ça arrive à des plus jeunes. On le voit dans le documentaire. Johan, il avait seulement 17 ans lors de son accident. Puis aussi, en tant que chargé de communication, d'avoir tout le temps cette volonté de lever les préjugés que la société peut avoir sur ces personnes-là. C'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur au quotidien au sein du regroupement. On finit par apprendre, on en apprend plus, puis finalement, on veut encore plus en savoir, puis on veut peut-être répandre un peu les bonnes informations pour que les gens s'y intéressent aussi, là. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. C'est vraiment le rôle principal de connexion, c'est vraiment de sensibiliser, puis d'apporter le maximum de connaissances pour que on puisse tout simplement être sensibilisé sur le sujet. Oui, il nous reste un peu de temps, très peu. Comment on fait pour... c'est disponible, c'est gratuit finalement, le documentaire, on peut le voir, c'est en ligne, c'est ça? Tout à fait, c'est gratuit, c'est accessible sur notre chaîne YouTube Connexion TCCQC. C'est un documentaire de 51 minutes, donc c'est accessible à tout le monde. Puis c'est aussi l'objectif à travers notre campagne Impact dans ton salon. L'objectif, c'est d'ouvrir les conversations, et puis d'échanger sur un sujet qui parfois nous est familier ou parfois nous est inconnu aussi. Oui, donc le documentaire qui se nomme Impact au niveau de la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral. Tout à fait. Merci beaucoup, Anaïs Messa, d'avoir été des nôtres, et puis bonne chance avec le documentaire, et puis bonne continuation. Merci beaucoup à vous de nous avoir permis de donner de la visibilité à ce beau projet. Ça nous fait plaisir. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Tout va s'est rendu maintenant au segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, le défi d'être père et entendeur de voix. Oui, alors c'est un article que j'ai pris sur le site internet Cap Mieux-être, un site canadien. Alors, c'est d'après un article qui s'appelle « Vivre avec des voix et être père, favoriser un équilibre au cœur de notre équipe familiale ». Je ne sais pas pourquoi c'est une grosse mode de mettre 2 titres. Tu as un titre qui est composé de 2 titres. Ça fait un peu long des fois, mais... Parce qu'il y a beaucoup depuis plusieurs années, on entend ça, des groupes d'entendeurs de voix, là, des problématiques de santé mentale, des fois qui amènent que les gens entendent des voix. Là. Fait que là, on combine le fait d'être père. Moi, je serais porté à penser qu'il y a peut-être probablement de la schizophrénie là-dedans, mais nulle part dans l'article est-ce qu'on utilise le terme. Alors, je ne veux pas m'improviser médecin non plus. Mais de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure de l'article. Alors, c'est écrit par un monsieur du nom de Serge Tracy. C'est un témoignage d'un père entendeur de voix.
qui partage son parcours pour équilibrer famille et santé mentale en bâtissant ce qu'il équipe une équipe familiale. Alors, c'est M. Tracy qui est atteint et qui écrit lui-même l'article, puisqu'il est auteur. C'est un Québécois et il donne des conférences aussi. Alors, il nous dit « Ma première dépression s'est produite à la suite d'une série d'échecs et de renoncements auxquels je n'étais pas équipé pour y faire face. » Il nous parle d'abandon de mes études doctorales en psychologie après 1 an et demi d'implication. Un arrêt de mes activités d'assistant enseignant de 2 cours universitaires. 2 déménagements en moins de 2 ans. La fermeture de mon cabinet de psychothérapeute, retour régressif au travail à titre de vendeur de chaussures, apprenti vendeur inefficace de machines-outils durant environ 1 an et pompiste durant plus d'1 trimestre avant une psychose démesurée. À l'âge de 32 ans, je me suis retrouvé aux prises avec un problème manifeste de santé mentale. Il s'écoulera d'ailleurs plusieurs mois entre le début de ma dépression et une importante psychose. Cette dépression majeure a fragilisé ma relation de couple après 14 ans de vie commune et harmonieuse avec la femme que j'avais épousée 10 ans auparavant et avec qui j'ai eu une magnifique fille. M. Tracy continue en nous disant « Pendant mon hospitalisation, il m'est arrivé un grand malheur. Ma femme est décédée à la suite d'un accident de voiture. Au moment de cette tragédie, nous habitions un petit village avec notre fille âgée de 5 ans. Celle-ci a donc été confrontée au décès de sa mère alors que son père était hospitalisé pour une raison qu'elle n'était pas davantage en mesure de comprendre. » À la suite de cette dure tragédie, nous dit M. Tracy, après mon hospitalisation, j'ai su tisser un lien soutenu avec ma fille, étant déterminé à bien prendre soin d'elle. Devenir un parent unique pour ma fille m'a semblé consolider ma fonction protectrice et de soutien auprès de mon enfant. Aussi, j'ai rencontré une femme avec laquelle j'ai développé un lien amoureux. Compte tenu que nous avions chacun des difficultés de santé mentale, notre relation était fragile, puis elle fut brève. Mais nous avons tout de même conçu 2 enfants magnifiques. Mes 3 enfants sont maintenant majeurs. Ma fille est née à 30 ans. C'est une globe-trotteuse passionnée. Depuis l'âge de 18 ans, elle visite différents pays à travers le monde. Elle a même habité 1 an au Sénégal dans le cadre de son emploi. Elle travaille dans une organisation gouvernementale offrant de l'aide humanitaire dans plusieurs pays du monde. Elle recrute des personnes pour intervenir dans différentes situations comme une famine, une épidémie ou une catastrophe naturelle. Parfois, elle se rend sur les lieux pour superviser le travail des personnes qu'elle recrute ou elle fait des immersions pour apprendre d'autres langues. Donc, c'est une jeune femme assez occupée, oui, comme on peut voir. Et qui semble très bien encadrée en fait, très bien appuyée par son père. Oui, ouais. Oui. Alors, un jour, M. Tracy nous dit, elle m'a accompagné à une de mes conférences témoignages pour des étudiants dans un cégep. À la fin, lors d'une 20aine de minutes d'interaction avec le groupe, quelqu'un lui a demandé quel était l'impact d'avoir grandi avec moi. Elle a répondu que cela lui a permis une ouverture sur les différences. Elle a ensuite parlé de sa formation universitaire et de ses voyages en vue d'œuvrer auprès de différentes ethnies à travers le monde. Saisi d'un grand frisson qui parcourait mon corps, je l'ai laissé interagir avec les étudiants qui s'informaient de son expérience de personnes proches d'un entendeur de voix. J'étais alors profondément ému. Mon 2e enfant, nous dit M. Serge Tracy, est un informaticien branché. C'est un garçon âgé de 22 ans. Jusqu'à présent, il a travaillé durant plus de 2 ans au cœur d'une organisation gouvernementale veillant aux intérêts d'agriculteurs québécois. Mon fils excelle aussi dans le sport de planche à roulettes, constituant une nouvelle discipline olympique. Il s'est parfois qualifié parmi les gagnants lors de compétitions locales. Puis, il enseigne parfois des techniques de base de ce sport à des petits groupes d'enfants. Alors,
Il y a des enfants occupés dans la famille. Ben oui, c'est bon signe. Oui. Et finalement, le troisième enfant, c'est M. Tracy nous dit, c'est ma fille cadette. Elle a 21 ans. Au printemps prochain, elle termine une formation universitaire en psychoéducation. Elle travaille déjà au CIUS de sa ville en lien avec le centre jeunesse de sa région. Puis, elle est stagiaire dans un organisme communautaire près de chez elle. L'objectif du présent écrit est de te parler de mes préoccupations en tant que père et de te présenter comment les enfants sont parvenus à m'apporter du soutien relativement à ma santé mentale changeante. Mais avant, je vais faire une mise en contexte des difficultés que j'ai rencontrées sur le plan de ma santé mentale qui se sont accompagnées du décès de la mère de ma fille aînée. Alors, Yvan, je vais m'arrêter ici et je vais poursuivre un peu plus tard. Oui, poursuivre. Ça semble être une belle histoire. Donc, à l'Espresso allongé plus tard dans l'émission. À venir dans cet épisode de Folie douce, Catherine Stassin amène la question ChatGPT, déclencheur de psychose. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec son sujet « Le défi d'être père et entendeur de voix ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Bonjour, ta chronique aujourd'hui, c'est une question ChatGPT, déclencheur de psychose. Oui, on va se poser cette question parce que dans le fond, c'est quoi ChatGPT? C'est un robot conversationnel dans le fond. Hein. Mais c'est parce que l'étude porte sur ChatGPT, donc j'ai gardé ce titre. Mais en fait, on peut se poser des questions sur l'ensemble des robots conversationnels. C'est peut-être le premier connu aussi, je dirais. Oui, c'est le plus connu et donc l'étude a porté sur ce robot-là. Depuis quelques années. Mais on voit dans notre quotidien que les robots conversationnels sont là partout. Je ne sais pas si tu as eu ou les auditeurs ces expériences. On les trouve quand on appelle nos compagnies de téléphone mobile ou les assurances. Je ne sais pas si tu as eu des expériences. Non, je n'ai pas eu de ce côté-là. Je les ai plus vus dans l'utilisation d'Internet, que ce soit par des courriels. Moi, je trouve pour les assurances et les compagnies téléphoniques, j'ai eu des expériences où je croyais vraiment que j'avais quelqu'un, en fait. Ah bon? Et puis, c'était un robot conversationnel parce qu'en fait... vous êtes redirigé quand il ne s'en sort plus et qu'on reformule et qu'il ne s'en sort plus, il dit « je vous passe un tel ». Un vrai, soit là. Mais en fait, au début, c'est un robot conversationnel, c'est pas une personne. Et ça, j'étais assez surprise parce que je me dis... Mais comment je vais le formuler? Il faut qu'il comprenne. Il arrive. C'était quelque chose d'assez simple. Je peux plus donner l'exemple alors qu'il est. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible de pas comprendre ce que je suis en train de demander. On se demande où est-ce que ça va arrêter tout ça. Je sais pas. Il me semble qu'il y a quand même des êtres humains qui sont capables de répondre au bon vieux téléphone. Oui, mais ça coûte cher. Alors maintenant, si les compagnies ont le choix de mettre un logiciel à la place, ils le font. Mais ça reste que. Même s'il y a un dommage humain et un dommage peut-être pour aussi les personnes qui sont déjà atteintes de psychose, on va voir. Oui, c'est surtout ça. En fait, c'est, comme tu dis, déclencheur de psychose, effectivement. Là. Voilà, mais on peut penser à différents moteurs robots conversationnels. On peut parler pour citer d'autres mots, Siri, Alexa et d'autres si vous en connaissez. Et on va voir qu'en fait, on peut se poser la question, est-ce que, dans le fond, ces robots posent un danger pour les gens qui sont atteints de psychose? Pourquoi ça pourrait poser un danger dans le fond? Mais parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est qu'ils sont, entre guillemets, malins, puisque ça reste un logiciel, donc on ne peut pas dire oui, il y a une intelligence mécanique et algorithmique, d'accord? C'est une intelligence artificielle. Là, voilà. Comme on dit. Donc, elle va cibler déjà la manière dont vous structurez, elle va vous répondre même de manière empathique à la limite, hein.
Et c'est du sur-mesure. Donc, en fait, quelqu'un qui est atteint de psychose, c'est sûr que de l'autre côté, ça lui donne un répondant et il peut se dire et se convaincre, ah oui, mais dans le fond, j'ai vraiment quelqu'un au bout et on me donne des messages, etc. Donc ça, parce que la psychose en soi, c'est quand il y a une perte de contact avec le monde extérieur. Et actuellement, c'est pas réglementé comme tel, je pense. Il n'y a pas encore de réglementation. Alors, sur la... il existe des filtres. Hein. Oui. Il existe des filtres comme il en existe pour d'autres outils informatiques. Mais il y a encore toute une négociation morale et éthique qui doit avoir lieu. Et surtout, comment faire. Donc, on va d'abord un petit peu voir qu'en fait, quand quelqu'un est en psychose ou qu'il a ou qui est psychotique médicalement, il peut avoir des forces ou des renforcements dans une discussion. Dans le temps, c'est sûr, c'était des facteurs extérieurs, ou par exemple un bus qui passe à telle heure, ou quelque chose qui clignote à l'heure où c'était significatif, etc. Et on peut dire qu'il y a une intervention divine, on peut dire qu'il y a une force. Ce qui revient souvent, ça peut être des services secrets, la NASA, la CIA, FBI, etc. Et donc, ce sont toutes des forces en jeu. Mais maintenant, les médecins peuvent voir qu'en fait, il y a aussi un facteur avec les robots qui font intervenir l'intelligence artificielle. Donc, c'est un outil supplémentaire qui peut déclencher... en tout cas, renforcer ou maintenir ça si la personne veut vraiment une discussion et en perte de réalité. Oui, parce qu'il y a eu des cas mentionnés là, de gens qui s'attachaient, c'était presque devenu un confident, presque un amoureux, entre guillemets, là, sans trop pousser. Là. Fait que ça peut devenir dangereux. Tout à fait, parce que comme ChatGPT... il vous propose lui-même, par exemple, vous rédigez une lettre et vous dire, vous voulez la lettre plus courte, plus formelle, moins formelle, etc. Donc vraiment, il sait s'ajuster à la personne, aux besoins de la personne. Donc tout ça fait qu'en fait, cet outil est vraiment un outil qui est idéal, entre guillemets, pour renforcer et provoquer quelque chose chez une personne qui a un problème psychotique. Mais donc, cette personne... peut se dire, en fait, le robot me transmet des vérités secrètes, là je cite le chercheur ici, il peut contrôler mes pensées, etc., etc. Donc on voit que c'est quelque chose qui est, et qui vient confirmer son propre discours. Donc ça peut facilement, pour quelqu'un qui est en perte de réalité, confirmer le discours. Et la situation actuelle fait que ChatGPT peut ne pas désamorcer, disons, une crise. Ah non. Il peut même encourager la personne à continuer, ce qui peut mener à un drame. Là. Oui, tout à fait, mais c'est hein. sûr que c'est un algorithme derrière, donc il ne se pose pas des questions morales ou éthiques. Ouais. Donc même si la personne renforce ou demande des choses qui vont dans un sens dangereux, c'est une machine qui répond, donc elle ne va pas détecter ça. Donc ce qu'on voit que c'est de manière générale, donc la conséquence, c'est que on vit bien, entre guillemets, avec ça. C'est vraiment pour les gens qui ont un problème, ok ? Et comme tu disais, ça peut... à court terme, aider dans la solitude si on pose des questions un peu personnelles où on se dit « Oh, c'est un ami imaginaire, dans le fond. Hein. » Ça peut être, pour quelqu'un qui a une bonne base psychologique et qui peut être solide, ça peut être quelque chose comme ça. Il dit « Bon, j'arrête la semaine prochaine, je me sens bien que ça prend une dimension un peu fofolle. » Mais tout le monde n'est pas capable de discerner. Ouais. D'accord? Oui, parce moi, je l'ai essayé, toi aussi sûrement, mais en posant des questions, ça nous répond, puis c'est comme une discussion, finalement, on y croit. Là. Ah, comme totalement, ça, on avec totalement, c'est bien fait. C'est bluffant. Oui, exactement. C'est bluffant en termes de syntaxe aussi. Aussi, oui. Et supérieur à la majorité des gens, déjà, mais je veux dire... Vraiment, c'est sidérant. Et c'est pour ça qu'on y croit, et peut-être un individu, un utilisateur qui a des problèmes de santé mentale peut peut-être justement trop y croire. Puis c'est là qu'il y a un danger. Oh oui, ça vraiment. Ouais. Et en fait, comme ils disent ici, les recherches pour le moment ne disent pas que c'est un élément déclencheur de psychose, mais c'est un élément qui peut précipiter ou maintenir une personne.
Et peut-être qu'il y a des éléments déclencheurs. Je veux dire, on est entre guillemets au début. Il faut voir un peu, est-ce qu'il y a eu des recherches? Est-ce que c'est mentionné lors des cas à l'hôpital? Est-ce que ça a été découvert parce que le médecin a interrogé la personne par après, etc. Et on a trouvé la preuve? Mais c'est difficile de trouver cette preuve parce que la personne, quand elle arrive à l'hôpital, peut-être qu'elle ne s'en souvient pas trop. Ou c'est peut-être je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut démêler. Les psychiatres et les équipes vont démêler. Et c'est quand même assez difficile de mettre le doigt. Tiens, c'est le robot conversationnel de tel jour à telle heure. Et c'était quotidien, etc. Donc, je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais à mon avis, c'est un outil extrêmement... malheureusement performant, comme incitateur, je pense, à un renforcement de croyances. Il y aura tôt ou tard à légiférer. Je pense que le gouvernement devra légiférer, sûrement le fédéral, là, parce que c'est des communications, mais il devrait y avoir une loi au moins pour obliger ces outils-là. Oui, l'urgence, je pense que c'est vraiment que les spécialistes du domaine en santé mentale et en informatique se rencontrent et des discussions éthiques. Et en intelligence artificielle, on est très fort à Montréal ici là-dessus. Là, oui, on a les meilleurs cerveaux sur ça. À la fois, il faut s'y pencher, il faut légiférer aussi. Il faut vraiment d'abord reconnaître les vulnérabilités individuelles. Et il y a déjà des... parce que ça a été vu aussi, comme pour les réseaux sociaux, comme incitateur au suicide. Et donc, c'est sûr qu'il y a des filtres, il y a des alertes qui existent. Mais c'est très difficile de savoir ce qui va déclencher ou qui va renforcer une croyance irréelle chez quelqu'un ne le fera pas chez une autre. Donc, comment savoir si la même phrase va déclencher un renforcement chez une personne ou pas? Parce que l'être humain réel qui est au bout du fil, par exemple, une ligne d'écoute, va peut-être justement avoir cette nuance-là de déceler est-ce que cette personne-là est... Oui, mais c'est ça, mais c'est impossible. On ne peut pas surveiller les... Non. C'est ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des filtres qui existent à l'heure où on est. Quand il y a X échanges et qu'il y a une durée dans l'échange et que... il devrait y avoir des alertes. Enfin bon, je ne suis pas une spécialiste du domaine, mais je pense qu'il y a des moyens d'informer la personne ou au moins de mettre un gel peut-être momentané. Je ne sais pas. C'est eux qui vont choisir ce qu'il y a de faire au mieux pour la santé mentale. Avec l'utilisation, malheureusement, il faut des fois des drames, il faut des problèmes pour... J'espère qu'on n'arriverait pas là, mais malheureusement, je pense que c'est tellement efficace. C'est tellement efficace. Que ça fait peur, presque. Oui, mais nous, on ne veut pas le diaboliser parce que ça aide beaucoup de monde, en dehors des étudiants qui ne veulent pas faire leurs travaux. Ça aide énormément de monde aussi. Ça peut... Bon, c'est une avancée extraordinaire quand même. Il faut l'apprivoiser, puis il faut trouver le bon côté. Comme je disais à la blague, des fois, à notre metteur en ondes, Pierre, je disais, quand est-ce que l'intelligence artificielle va faire nos tâches ménagères, les tâches que personne ne veut faire? C'est là-dessus que... Tu sais, les tâches que personne ne veut faire, là, c'est ça qu'on aimerait avoir, cette intelligence artificielle-là, mais... c'est ça. C'est ça. Mais là, on s'éloigne un peu, évidemment. Mais oui. Mais donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est idéalement, évidemment, aller intégrer l'expertise en santé mentale pour concevoir des systèmes qui vont filtrer et qui vont intelligemment filtrer et donner des alertes. Et on peut se dire qu'à travers l'histoire... la psycho, c'est d'adapter à chaque époque. Il y a une époque où les gens voyaient dans un éclair à telle heure, sur telle colline, un signe quelconque, vous voyez. Donc, je pense qu'ici, c'est sûr que c'est autre chose. Alors, ChatGPT, déclencheur de psychose, restons prudents. C'est sûr qu'il faut mettre un avertissement pour les robots conversationnels, mais il y a des témoignages qui vont dans ce sens aussi, mais il n'y a pas assez d'études. OK? Donc, on reste prudent, mais par contre, on peut faire circuler l'information comme un avertissement aux personnes qui souffrent de surtout s'il y a des personnes dans notre entourage qui ont des problématiques de santé mentale, peut-être les conscientiser à ça, ou en tout cas les aider peut-être à comprendre mieux la part, là, comme on disait, c'est pas tout à fait
Catherine est tout négatif, mais il faut quand même faire attention. Merci, Catherine, pour cette excellente chronique, très actuelle aussi. Et puis, on va, comme d'habitude, placer des références sur notre site web en rapport à cette chronique, sur notre site antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce. Le titre de la chronique ou la question, ChatGPT, déclencheur de psychose. Merci, Catherine, et à la prochaine. Merci, Yvan. Au revoir. Au revoir. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé, le sujet que tu as emmené, Pierre, le défi d'être père et entendeur de voix. Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Vivre avec des voix et être père, favoriser un équilibre au cœur de notre équipe familiale ». C'est sur le site Cap Mieux-être. Dans la première partie, ça semblait très inspirant comme histoire. Là. En fait, ça l'est parce que c'est un témoignage de courage, je dirais. Ouais. Parce qu'il y a eu ce monsieur qui s'appelle Serge Tracy, a traversé plusieurs épreuves. Plusieurs épreuves graves. Mais il a continué il a continué son chemin et ça finit par être inspirant, finalement. Il est bien entouré. En tout cas, les enfants ont l'air très, très actifs et ils font des choses intéressantes. Oui. Alors, ce monsieur Serge Tracy, donc, est un entendeur de voix. Il est auteur et conférencier. Alors, il nous dit, je poursuis la lecture, il nous dit « Lorsque j'étais enfant, puis tantôt adolescent, j'ai été fragilisé par les dépressions majeures et fréquentes de ma mère, qui était aux prises avec un trouble bipolaire. En langage psychiatrique, disons qu'elle faisait des psychoses mystiques impliquant la présence de Dieu et du diable. Je porte encore actuellement des dommages traumatiques des dépressions de ma mère, car je suis moi-même confronté à ce clivage opposant le bien et le mal. Mais il faut dire, par ailleurs, que j'ai vécu plusieurs autres événements traumatisants, comme des déménagements puis de l'intimidation à l'école qui ont contribué à mes difficultés. Déjà, nous dit M. Tracy, à la suite de ma première hospitalisation, j'étais inquiet concernant les impacts négatifs que mon vécu psychotique pourrait avoir sur ma fille. Mes préoccupations concernaient l'avenir de sa santé mentale que je voulais mettre à l'abri de mes éclaboussures. J'ai longuement oscillé entre une mauvaise santé mentale et des moments plus sains. À cette époque, je craignais de générer un télescopage intergénérationnel, c'est-à-dire de voir le développement de ma fille compromis, voire celui de ses enfants. Donc, en tentant de préserver ma fille de vivre pareille situation, j'étais dans l'espoir que sa santé mentale ne soit pas compromise. À la suite d'autres hospitalisations, nous dit M. Tracy, et de la naissance de mes 2 autres enfants, je désirais adopter un rôle de phare auprès de mes enfants. Il m'était d'abord nécessaire d'apprendre à déterminer mes forces et mes limitations relatives à ma situation. Je devais donc m'engager dans un cheminement en vue de me rétablir. M. Tracy continue en nous disant « Pour ne pas insécuriser mes enfants en bas âge, je tâchais surtout de ne pas parler à voix haute des voix que j'entendais devant eux et j'ai également appris à reconnaître des indices lorsqu'il devenait temps de me retirer. Puis, j'ai commencé à fréquenter des lieux me permettant de ventiler lorsque c'était parfois nécessaire. Par exemple, j'allais dans un champ, une forêt ou même des cimetières pour me ressourcer. Moi, je n'irais pas dans des cimetières pour me ressourcer. Non, dans des cimetières, il y a un calme. Il y a quelque chose de... évidemment, le jour, là, pas le soir. Idéalement, le jour. Mais c'est quand même paisible. Sûrement, oui. M. Tracy continue en disant « Je m'accordais du temps pour m'adresser directement aux voix que j'entendais, car j'ai davantage d'impact auprès d'elles lorsque je me sers de ma propre voix plutôt qu'avec mes pensées. » D'autres fois, lorsque mes interactions avec les voix devenaient toxiques, je préparais un bagage pour me rendre à l'hôpital. À ce moment, une personne significative comme ma conjointe ou ma mère s'occupait de mes enfants. Mais avant de me rendre à l'hôpital, j'informais mes enfants que je n'allais pas bien dans mon cœur et dans ma tête. Je leur expliquais que ma santé mentale s'était trop détériorée et que j'avais besoin de me faire soigner à l'hôpital. Je leur expliquais surtout que ce n'était pas leur faute. Ils étaient préoccupés, mais ils avaient leur juste. Je ne voulais pas laisser mes enfants se construire des idées préoccupantes. Aussi, mon authenticité les rassurait.
Je peux dire que c'est assez rare, ça aussi, parce que combien d'enfants ont souvent témoigné de dire leurs parents, ils n'allaient pas bien, mais ils ne comprenaient pas. Puis c'est plutôt rare. Je trouve que ils ont été chanceux que leurs parents soient capables de leur parler comme ça. Là. Oui, avec franchise. Oui, franchise, et qui de lui-même, il savait qu'elle n'allait pas bien. Oui. Alors, M. Serge Tracy continue en disant « Lorsque j'ai connu mes premières difficultés avec ma santé mentale, j'avais peu de flexibilité quand un des miens désirait me venir en aide. Je me campais dans des attitudes et des comportements d'irritabilité et de colère. J'exprimais même ouvertement n'avoir besoin de personne. Durant au moins les 3 premières années à la suite de ma première hospitalisation, je n'appréciais donc pas qu'un de mes proches adopte un rôle d'aidant à mon égard. Je trouvais cela intrusif et irrespectueux, comme si on faisait de l'ingérence dans ma vie privée. J'étais très rébarbatif à l'aide que mes proches tentaient de m'offrir. À cette époque, j'avais l'impression que l'aide venant de mes proches camouflait des désirs de me gérer ou de me manipuler. J'imaginais que mes proches avaient des intentions malveillantes, comme certaines voix négatives que j'entendais. Maintenant, même si une personne significative à mes yeux est maladroite en m'offrant son aide, je comprends qu'elle n'est pas malveillante pour autant. Comme mes proches manquent parfois d'informations au sujet du phénomène de l'entente de voix, je considère qu'il est de ma responsabilité de les éclairer davantage, ce qui est devenu coutume avec mes enfants. Je me suis toujours exercé de mieux informer mes enfants et mes proches en évitant de les troubler. J'ai appris que je devais me dévoiler selon le rythme personnel de chacun d'entre eux. Il en est de même pour mes intervenants qui devaient parfois remettre en question leur apprentissage antérieur, surtout ceux qui vont à contresens de ma réalité d'entendeur de voix. Et finalement, M. Tracy conclut en disant « Selon mon expérience, les proches et les intervenants nécessitent d'être éduqués en fonction de plusieurs caractéristiques individuelles propres à chacun. » Merci beaucoup, Pierre, pour cette chronique. Peux-tu rappeler peut-être le nom de l'article, les gens qui voudraient le lire? Un texte inspirant. Oui, ça s'appelle « Vivre avec des voix et être père, favoriser un équilibre au cœur de notre équipe familiale ». C'est sur le site Cap Mieux-être. De Serge Tracy. Merci beaucoup, Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Avant de terminer cet épisode de Folie douce, Pierre, je veux te remercier pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Et merci aussi pour le sujet que tu nous as amené, le défi d'être père et entendeur de voix. Ouais. Un texte inspirant à relire, définitivement. C'est un très beau texte. Notre invité en début d'émission, Anaïs Messa, nous a parlé du documentaire Impact sur la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral. Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi des nôtres. Sa question était ChatGPT, déclencheur de psychose. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.